Bonjour à tous, c'est Benoît Odile, militant à Solidarité et Progrès, le parti fondé par Jacques Cheminade. Bienvenue dans ce deuxième épisode de notre nouvelle série web. Vous avez vu la vilaine formule mathématique du début, c'est celle qui a mis le système de l'oligarchie financière en faillite. Et aujourd'hui, on va voir pourquoi l'oligarchie s'est foirée lamentablement. Ouais, ils sont pas très doués malgré les apparences. Dans le premier épisode, j'avais montré que dans le système actuel, la crise financière est inévitable. Dans le système actuel. Sans un changement fondamental, il n'y aura pas d'autre issue que la crise et potentiellement la guerre. Oula, attends, je t'arrête tout de suite là. Faut pas faire peur aux gens. La peur, c'est quand même la tactique de l'oligarchie normalement. Mais regarde-les, ils consomment, ils mangent bio, et en plus ils partent en vacances. Non, je te jure, il n'y a pas de quoi s'en faire. Oui, pour l'instant, on maintient la consommation avec la dette, donc ça a l'air de bien se passer, mais pas pour les plus pauvres. Et il y a un vrai risque d'effondrement de la pyramide de dette. Donc si, il y a une crise. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce système en faillite, c'est celui de l'oligarchie. Et il n'y a aucune raison qu'on le garde. Aujourd'hui, on va aller dans les entrailles de cette bête mourante et on va voir comment on fait pour pas mourir avec elle. Accrochez-vous, c'est parti pour un voyage dans le monde de la folie financière. Si vous consultez la presse aujourd'hui, vous verrez qu'ils parlent de la crise qui approche. Mais les avis divergent sur la longueur de la mèche et le détonateur. Ouvrons un quotidien national de référence pour voir ce qu'ils en disent. Attention, cette scène a été tournée par des professionnels. Ne tentez pas de la reproduire chez vous. Alors, les dettes publiques menacent le monde. Pas très original. La dette chinoise est incontrôlable. Évidemment, encore eux. Ah, la dette des entreprises à un niveau alarmant. On se rapproche. Bah non, rien à faire. Ils ne parlent toujours pas de la crise des produits dérivés financiers. Hein, les quoi? Vous voyez pas ce que c'est les produits dérivés? Bah j'ai un mug En Marche avec Macron, mais ça doit pas être ça. Non, pas vraiment, non. Mais c'est normal que vous connaissiez pas et que personne n'en parle puisque c'est un peu le cœur du problème. Alors c'est peut-être le moment de lever le voile sur un secret bien gardé de l'oligarchie. Pour bien comprendre ce que sont les produits dérivés, nous allons revenir un peu en arrière dans l'histoire, avant leur apparition, et plus précisément le 22 juillet 1944 avec la signature des accords de Bretton Woods. Pour faire simple, avant la fin de la Seconde Guerre mondiale, le président américain Franklin Roosevelt, qui est quelqu'un de bien, veut s'assurer qu'après la guerre, on va bien reconstruire et développer le monde, et pas garder les vieux empires du passé, notamment britanniques et français. Il pense que les États-Unis, avec leur nouvelle puissance industrielle, doivent mener ce mouvement d'émancipation des peuples, car les autres économies sont alors en ruine. Pour avoir un système stable, Roosevelt se bat pour que le dollar américain soit institué comme monnaie de référence mondiale, au service de la reconstruction et des grands projets de développement. Pour rassurer tout le monde sur la valeur du dollar, on le rend convertible en or à 35 $ l'once. Mais c'est juste une précaution, car normalement, la hausse de la productivité et de la production industrielle des États-Unis est censée garantir la valeur du dollar. On instaure également des taux de change fixes entre monnaies pour stabiliser les échanges, avec des taux ajustables par accord entre États en fonction de la santé réelle des économies. C'est ce système d'après-guerre, stable, et contrôlé par les États, que l'oligarchie financière va vouloir détruire à tout prix, car il porte en lui le potentiel d'éradication de la pauvreté et l'essor et l'émancipation de l'humanité. Les Britanniques sont particulièrement enragés, parce qu'avant-guerre, ils dominaient le monde avec leur empire et leur monnaie, la livre sterling. Et là, ils ne jouent qu'un rôle secondaire. Ils vont donc chercher à déstabiliser le système en exploitant une faille. Puisque tout le système repose sur la confiance dans la politique économique américaine, eh bien ils vont essayer de détruire cette confiance. Paradoxalement, un de leurs alliés sera le successeur de Roosevelt, le président Harry Truman, qui va tout faire pour dénaturer le système de Bretton Woods. Pendant l'expansion économique des années 50-60, la quantité de dollars en circulation va considérablement augmenter pour accompagner le développement des pays du monde, surtout en Europe.
Mais certains pays, dont la France et l'Allemagne, redoutent une inflation incontrôlée et vont demander de convertir leur dollar en or. Le stock d'or américain va alors baisser progressivement. Comme on le voit sur ce graphique, en 1958, les engagements américains vis-à-vis du reste du monde vont surpasser pour la première fois la valeur de leur stock d'or. Et c'est le moment qu'attendait l'oligarchie britannique pour contre-attaquer. Un banquier de la Banque d'Angleterre, Sir George Bolton, crée une place financière à Londres, l'Euromarket, où l'on peut dorénavant créer des dollars en dehors du contrôle des États-Unis et de leur régulation. Ça va mettre complètement la pagaille et ça va encourager la spéculation sur le dollar. En 1963, l'assassinat du président Kennedy va permettre au va-t-en-guerre de précipiter l'escalade militaire au Vietnam et de creuser le déficit public. Pour compenser, les gouvernements américains successifs vont imprimer des dollars sans contrepartie. Dans le même temps, la perte de productivité américaine accélère les importations et donc les engagements en dollars vis-à-vis de l'extérieur explosent. Les Britanniques, pour enfoncer le clou, vont organiser plusieurs dévaluations successives de la livre sterling, ce qui a un effet dévastateur sur la stabilité du dollar. Pour se prémunir de l'inflation, les pays du monde exigent de l'or à la place du dollar. Mais le stock d'or américain s'épuise. La perte de confiance engendre la panique et le piège se referme pour le grand plaisir de l'oligarchie financière. Le 15 août 1971, Richard Nixon suspend la convertibilité de l'or en dollars, faisant disparaître le premier garde-fou du système qui limitait la spéculation. Ironiquement, il le fera pour soi-disant protéger les Américains des spéculateurs. 2 ans plus tard, en mars 1973, le deuxième garde-fou saute. Nixon annonce la fin du système des taux de change fixes. Et à la place, on instaure un système de taux de change flottant, contrôlé par les marchés. Et c'est là qu'il faut bien suivre. Ah, quoi? Non, je suivais, ouais. Avant 73, la valeur des monnaies est déterminée par les États en fonction de la réalité de l'économie et sur le long terme. Après 73, ce sont les marchés financiers qui déterminent la valeur des monnaies au jour le jour et selon l'offre et la demande. La technique du doigt mouillé, quoi. Bref, pourquoi j'ai pris le temps de vous raconter tout ça? Eh bien parce que le système des taux de change flottants est la matrice qui a engendré les produits dérivés. En effet, c'est un système où règne l'incertitude sur le futur, où tout fluctue, tout varie, tout le temps. C'est l'angoisse permanente. Et c'est à ce moment que l'oligarchie arrive et nous dit « Mais on pourrait trouver un moyen de s'assurer contre les fluctuations intempestives du marché. On pourrait créer un nouveau système d'assurance sur les taux de change avec des produits financiers qu'on vendrait à tout le monde. » Vous l'aurez compris, ce système d'assurance, ce sont les produits dérivés. D'abord, ils ont détruit la stabilité du système, et ensuite, ils ont proposé un outil pour stabiliser le système. Malin, non? Comment ça marche, les dérivés? Eh bien, c'est basé sur un vieux système d'assurance des fermiers du 19e siècle, qui lui-même était basé sur un système des commerçants maritimes vénitiens du 13e siècle, qui lui-même... Non, je déconne. Si un fermier cultive, disons, du blé, il ne sait pas à quel prix il va pouvoir le vendre dans un an au moment de la récolte. Pour s'assurer d'un bon prix, il passe alors un contrat avec un négociant qui va fixer un prix de vente, moyennant une petite commission. Le fermier reçoit alors un papier, une option de vente, et au bout d'un an, si les prix sont inférieurs à ce qu'il a négocié, il peut faire valoir son option de vente, évitant ainsi de subir des pertes financières. Bon, c'est un produit d'assurance basique. Mais à partir de 1973, ce type d'assurance s'est développé un peu partout. D'abord, comme on l'a vu pour les taux de change, les entreprises exportatrices devaient se couvrir contre les variations de change, puis pour les matières premières, pour le pétrole, pour les actions en bourse,
pour les taux d'intérêt, pour les défauts de paiement d'un crédit, pour tout et n'importe quoi. Car tout ce qui a un prix peut faire l'objet d'un produit dérivé d'assurance. Ah, au fait, on les appelle dérivés parce qu'ils dérivent de ce qu'on veut assurer, tout simplement. Ah bah enfin, merci, on l'attendait depuis le début. Mais bon, je vois toujours pas comment un simple système d'assurance peut devenir un outil de contrôle pour une oligarchie. Eh bien d'abord parce que toute la stabilité du système dépend maintenant des marchés financiers et plus des États. Donc ça c'est bon pour l'oligarchie. Ensuite, là où les choses se corsent, c'est que n'importe qui peut souscrire un produit dérivé, même s'il n'est pas directement impliqué dans la production de la chose assurée ou qu'il ne la possède pas. C'est juste dingue. Par exemple, je pourrais souscrire une assurance incendie sur la maison de mon voisin et je toucherai la prime si sa maison brûle. Quel est l'intérêt de faire ça, vous me direz? Eh bien c'est un pari comme un autre, c'est pas pire que le loto-foot. Vous misez sur l'incendie de la maison, et si elle brûle, vous gagnez. Ouais, du coup, votre intérêt, c'est qu'elle brûle le plus tôt possible. Et c'est pareil pour le pétrole. Même si vous n'êtes pas un industriel et que vous ne vous salissez pas les mains pour l'extraire et le transformer, eh bien vous pouvez quand même parier sur l'évolution du prix du baril. Si vous pensez qu'il va passer de 70 $ à 80 $ dans 6 mois, eh bien vous achetez un dérivé qui va vous assurer que dans 6 mois, vous pouvez l'acheter à 70 $. Et si votre prévision se réalise, plutôt que d'acheter le pétrole qui est plutôt inutile pour vous, vous pouvez revendre votre dérivé, soit à un industriel, soit à un autre spéculateur, et vous faites un petit profit. Il n'y a pas de petit profit. En plus, vous pouvez parier sur n'importe quelle échéance de temps. Donc vous pouvez parier sur toutes les évolutions du prix à chaque instant. Évidemment, il y a toujours un risque de perdre son pari. Mais vous pouvez toujours acheter un autre dérivé pour couvrir votre risque de perte. Vous voyez donc que les dérivés, c'est un système qui se greffe sur l'économie et qui exploite toutes ces variations pour faire du profit. C'est ainsi qu'un système qui assurait les vrais producteurs finit par être un gigantesque casino où tout le monde peut parier sur tout, tout le temps et n'importe comment. Et comme la rentabilité des dérivés est très grande, ça a complètement détourné l'argent des investissements dans l'économie réelle. Créer un tel système d'irrationalité générale, c'est très bon pour l'oligarchie, parce qu'elle peut manipuler tous les prix, tous les acteurs économiques et surtout les États. Je vous vois venir avec votre musique de méchant. Mais nous, on fait de l'argent. Et si vous faisiez un petit peu plus d'argent, vous comprendriez que c'est dur d'être un requin. Le pire exemple, c'est la crise de 2007-2008, où les dérivés ont joué un rôle prépondérant avec une autre invention géniale des marchés qui s'appelle la titrisation. C'est le petit frère des dérivés. Gentil. À l'époque, le but des banques, c'est de multiplier le crédit par tous les moyens pour pouvoir faire des profits sur les intérêts du crédit. Comment qu'on multiplie les crédits ? Normalement, il y a une limite qui dépend des fonds propres de la banque, c'est-à-dire de ce qu'elle a dans son coffre. Mais la titrisation permet à une banque de considérer que l'argent qu'on lui doit plus tard existe déjà, alors qu'en fait, il ne sera remboursé que plus tard. Si je prête 1000 € à quelqu'un, je sais qu'il doit me les rendre. Alors je crée un titre où j'écris 1000 € dessus et que je peux utiliser comme si c'était de l'argent. Alors que cet argent ne se matérialisera que dans le futur, au moment où mon débiteur me le rendra. Magique, non ? Pour assurer cette titrisation, au cas où l'emprunteur fait défaut et ne peut pas rendre l'argent, il faut, vous l'avez deviné, un produit dérivé. Avec un dérivé, la banque transfère le risque de défaut à une autre banque, et comme ça, elle peut continuer son business. Donc en 2007-2008, les dérivés, au lieu de garantir contre le risque de défaut, ils ont masqué le vrai risque, rendant le krach inévitable. C'est comme si un pont allait s'écrouler et qu'au lieu de le réparer, on passait son temps à peindre les fissures pour dire « non, tout va bien ». Ouais, c'est bon, je pense que ça va tenir là. Déjà en 1995, alors qu'aucun politique n'avait le début d'une once de connaissance sur le sujet, Jacques Cheminade et son associé Christophe Laverne publient ce dossier
de 200 pages intitulé « Les produits dérivés, une bombe H financière ». Ils y expliquaient comment l'oligarchie avait créé un monstre de Frankenstein qui allait leur péter à la figure 10 à 15 ans après. Malheureusement, plutôt bien vu. Mais qu'en est-il aujourd'hui? Quels risques planent au-dessus de nos têtes, réellement? Alors un petit coup d'œil sur la situation actuelle des dérivés s'impose. D'abord, on va regarder ce qu'on appelle leur valeur de marché, c'est-à-dire la somme de tous les contrats d'assurance qui ont été souscrits. Leur montant a beaucoup baissé depuis la crise de 2007-2008 et est passé de 35 000 milliards de dollars début 2008, soit la moitié du PIB mondial, à moins de 10 000 milliards fin 2017. Ce qui est tout de même une rondelette somme, juste pour stabiliser les fluctuations du système. Ce qui est frappant, c'est que la majorité des dérivés concernent les taux d'intérêt sur les crédits. Ce qui veut dire que la confiance ne règne pas du tout au sein du système, et que les taux d'intérêt sont extrêmement variables et volatiles. Mais ce qui est complètement fou, c'est quand on regarde ce qu'on appelle la valeur notionnelle des dérivés, c'est-à-dire la valeur de tous les actifs assurés par les dérivés, donc potentiellement ce qu'il faudrait rembourser aux porteurs de dérivés si la situation dégénère. La tendance est plutôt à la stabilisation depuis 2008, mais à des niveaux très élevés. On reste aux alentours de 500 000 milliards de dollars. Oui, vous avez bien entendu, 500 000 milliards. Ce qui veut dire qu'on assure à peu près 6 fois le PIB mondial. Ils sont parano ou quoi? Une seule fois aurait suffi. À titre de comparaison, la dette mondiale actuelle est de 247 000 milliards de dollars. 2 fois moins. Ce qui vous montre un petit peu l'ampleur du problème. Déjà que la dette est impayable, mais alors les produits dérivés, c'est même pas la peine d'y penser. C'est même pas la peine d'y penser. Et là, je ne parle que de la partie officielle des dérivés. Les estimations officieuses tournent plutôt aux alentours de 1,5 million de milliards. Et à votre avis, où se crée la majeure partie des produits dérivés dans le monde? La City de Londres, là où avait été créé l'Euromarket en 1957. Donc depuis le temps, ils ont siphonné toute la finance mondiale, ils ont même laissé à Wall Street que des clopinettes. Bon, ça reste une énorme épée de Damoclès au-dessus de nos têtes. Elle est prête à s'abattre au moindre petit défaut de paiement dans le système. Mais comme je vous l'ai dit, pas de panique, ça c'est le système que l'oligarchie a construit et il n'y a aucune raison valable pour qu'on le garde. Aucune. Nous n'avons pas besoin des dérivés pour stabiliser l'économie. Ce qui devrait stabiliser l'économie, ce sont des accords de coopération entre États sur des grands projets de long terme qui structurent les forces productives et dont les bénéfices futurs peuvent être anticipés par la raison et l'intelligence, et non pas par une offre et une demande devenues complètement aveugles, complètement irrationnelles et droguées aux dérivés. Retrouver des taux de change fixes entre monnaies, faire des accords entre États sur la fourniture de matières premières, proposer des taux d'intérêt fixes et bas pour des grands projets d'infrastructures indispensables, grâce à des banques nationales sous contrôle du peuple et du crédit productif public. Définir là où doit aller l'humanité dans les 100 prochaines années. Voilà un stabilisateur. Ce devrait être l'objectif d'une grande conférence monétaire et financière internationale, un nouveau Bretton Woods que propose Solidarité et Progrès depuis plus de 10 ans. Il faut refermer cette parenthèse tragique des 50 dernières années où l'oligarchie a dominé l'économie mondiale. Il faut nous battre pour l'alternative, comme Roosevelt en son temps. Maintenant, je suis sûr que vous comprenez beaucoup mieux la situation, alors ensemble, on va bâtir un nouveau système. Sinon, ça sert à rien. Sinon, on est là à critiquer le système existant et ça sert à rien. Nous, on veut bâtir un nouveau système avec vous. Alors restons en contact. J'attends vos questions, vos commentaires, j'y répondrai. Et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. D'ici là, faites-vous plaisir à vraiment comprendre et à faire comprendre. Ciao!
Bon, j'espère que vous avez tout compris, parce que pour moi, j'avoue, c'était chaud. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour les prochains épisodes, à mettre un pouce bleu, puis à mettre des commentaires. On va y répondre. Puis sinon, dans la description, il y a pas mal de trucs à lire qui sont super intéressants. Ça se lit même à la plage. Allez, à plus, on les aura les oligarques.